Comment faire lorsque vous donnez une estimation, mais que votre manager, votre chef de projet, le prend comme un engagement, le prend comme une promesse? Eh bien justement, dans cet épisode de Scrum Life, on va essayer de vous donner quelques clés, quelques conseils pour se sortir de ce genre de situation. Bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile et j'anime Scrum Life, la série YouTube qui parle des équipes agiles et qui en parle sans bullshit. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! Ouais, il faudrait combien de temps pour faire ça? Oh, à vue de nez, ça prendra une semaine. Ah, une semaine? Ok, je pensais que c'était plus. Du coup, ça devient la première priorité. C'est plus prioritaire que le reste. Tu peux commencer à bosser dessus tout de suite. Je te donne une semaine pour le faire, hein. Sans faute, hein. C'est quoi le problème là? Eh bien, c'est que le développeur donne une estimation et que le manager le prend comme un engagement, comme une promesse. Or, non! Une estimation n'est et ne sera jamais qu'une estimation. Alors pour rappeler qu'une estimation, ce n'est qu'une estimation, je vous invite à regarder deux superbes articles de Constantin sur le sujet qui justement font le parallèle avec des systèmes de notre vie de tous les jours. Il y a un premier article qui fait le parallèle avec la liste de courses. Voilà, on estime plein de choses et une fois qu'on est dans le magasin, ça se passe comme ça se passe. Et l'autre sujet, c'est par rapport au système GPS. Et là encore, en fait, on voit bien que dans notre vie de tous les jours, on est totalement à l'aise avec le fait que le GPS ne nous donne qu'une heure d'arrivée estimée. Et à jamais, aucun moment, on va reprocher au système GPS qu'on ne soit pas arrivé à l'heure qu'il avait estimée. Oh je pense que l'investigation de ce bug va prendre la journée, 2 jours peut-être. Quoi? Ça fait une semaine que tu es sur ce bug? Oui, oui, je sais, mais c'était plus compliqué que prévu. Et puis en plus, à côté de ça, on a dû gérer des problèmes sur la prod, donc forcément... Ah oui, je suis d'accord, clairement, on n'a pas du tout passé le temps qu'on imaginait dessus, hein. Bon, maintenant, faut être clair, hein, c'était des estimations, donc rien de choquant, rien d'anormal, hein. Et c'est ça, justement, le sujet de faire des estimations en points, en user story points, c'est justement d'utiliser des unités abstraites qui ne sont pas liées directement au temps que ça prendra en heures ou en jours. Éventuellement, ça peut aussi marcher avec des heures idéales. Donc voilà, ce sont des heures que ça nous prendrait si tout se passait incroyablement bien. Dans tous les cas, le point commun entre ces deux méthodes, c'est qu'on n'a pas le temps réel directement. Pour avoir ce temps réel, il faut appliquer la vélocité, qui est un élément qui est mesuré, qui est totalement factuel et sur lequel on n'a aucune pression, donc aucun engagement, hein. On regarde juste ce qui s'est passé et ça nous servira à faire des projections. Et là, je vous parle de sujets qu'on a déjà traités dans des précédents épisodes de Scrum Life, donc je vous invite à aller les voir si vous ne maîtrisez pas déjà ces notions. On a un épisode qui nous parle du planning poker, des estimations justement à la sauce agile, avec ses story points en travail relatif, etc. Et on a aussi un autre épisode dédié à la vélocité, comment on la mesure, comment on l'utilise. Un autre outil qui fonctionne dans la continuité de cela, c'est le burn-up. Le burn-up, on en parlait aussi dans un précédent épisode de Scrum Life, donc n'hésitez pas à le consulter si vous ne connaissez pas déjà le burn-up, si vous ne le maîtrisez pas. Mais l'élément clé de ce burn-up, c'est justement de voir qu'on peut intégrer, modéliser le travail en plus qui arrive. Parce que c'est aussi ça souvent qui fait que le temps passé en réel ne correspond pas directement à l'estimation. D'un côté, la vélocité, on n'avance pas au rythme qu'on imagine dans l'absolu, dans l'idéal, mais de l'autre côté aussi qu'on se met à travailler sur d'autres choses. Voilà, donc le burn-up permet de modéliser le fait qu'il y a des choses en plus qui arrivent. Une autre approche, hein, pour éviter les problèmes avec les estimations, c'est de ne plus faire d'estimation du tout, hein. On appelle ça le mouvement No Estimates. Là encore, il y avait un précédent épisode de Scrum Life sur le sujet, je vous invite à le consulter si vous n'êtes pas familier avec le No Estimates. Derrière, ça ne veut pas dire qu'on est freestyle, hein. Au contraire, on peut faire de la gestion de projet très rigoureuse en No Estimates. Par contre, effectivement, c'est pas la même manière de faire, c'est pas la même manière de penser, c'est pas les mêmes outils pour calculer à quel rythme on avance et à quel rythme on atterrira. Donc ça, c'était les différentes manières de faire qui sont déjà établies comme les bonnes pratiques et qui sont assez largement utilisées dans le domaine de l'agile. Maintenant, dans le cas où vous n'y êtes pas encore, comment convaincre, en toute bienveillance, de changer de modèle, justement, pour se mettre à travailler de cette manière-là? Dit autrement, comment sortir d'un monde où on parle en temps réel pour entrer dans un monde où on va parler en temps abstrait, que ce soit en temps idéal ou avec des points, ou pourquoi même pas en no estimate? Eh bien, fondamentalement, les arguments pour convaincre
d'arrêter d'estimer en temps réel pour estimer plutôt en temps abstrait, voire d'arrêter d'estimer avec le noEstimate, ce sont les mêmes arguments que ceux qui justifient d'arrêter de faire de la gestion de projet traditionnelle type cycle en V cascade pour travailler en itératif, en incrémental. En l'occurrence, déjà et avant tout, pour être plus prédictible. Alors par quelle magie d'utiliser des unités abstraites type user story points ou heure idéale, voire noEstimates, c'est plus prédictible que de faire des estimations en temps réel, qui sont a priori plus proches de ce qu'on cherche. Justement parce que pour avoir le temps réel, on est obligé d'appliquer par exemple la vélocité. Et cette vélocité, elle est mesurée, elle est factuelle. Ce qui fait qu'elle va intégrer, elle va factoriser tous les aléas du quotidien. Et encore une fois, elle va être factuelle. Donc ce qui, mécaniquement, va être un meilleur indicateur, un meilleur outil pour faire des prévisions que parfois de les ignorer purement et simplement, ces aléas, ou d'y aller à la louche. Il y a aussi un autre élément qui fait que de travailler en incrémental, en itératif, c'est plus prédictible, c'est qu'on va intégrer tout le travail à faire dedans. Vous pouvez consulter le précédent Scrum Life sur justement le fait que dans le guide Scrum, on nous dit bien qu'à chaque itération, on doit construire un incrément qui serait potentiellement livrable. C'est ça le truc. On ne doit pas avoir de phase de stabilisation, de moment où on chasse les bugs, où on corrige les bugs. À tout moment, le logiciel, on doit être en capacité technique de le sortir. Et ça aussi, du coup, on l'intègre dans cette fameuse vélocité, et ça nous dit vraiment, s'il y a 40 points et j'ai une vélocité de 20, ça nous fait 2 itérations, tout compris, et c'est factuel, c'est notre vitesse qui est mesurée. Un autre élément qui mérite d'être creusé, c'est la relation avec le client. Tu m'as dit combien pour la fonctionnalité de favori? Ça, c'est pas très compliqué, mais il y a un peu de taf quand même, disons une semaine. Ok, donc une semaine, hein. Cool, merci. Oui, donc je vous appelle pour notre point de suivi hebdo. Vous voyez que j'ai mis à jour du coup la feuille d'Excel de suivi à jour, hein. Voilà, vous voyez, on a bien intégré la nouvelle fonctionnalité de favori dans le plan. Par contre, bien sûr, ça rallonge, hein, puisque c'est du travail en plus. Oui, c'est ça, vous lisez bien, ça rallonge d'un mois. Ouais, il y a beaucoup de travail à fournir. C'est vraiment, vraiment complexe à faire, hein. Bon là, ça, c'est pas possible, hein. Faut arrêter ce genre de choses, hein. Et le meilleur moyen, c'est encore une fois d'utiliser la vélocité. Un indicateur de progression réel et factuel. Non mais vraiment, il faut sortir des estimations à la louche qu'on gonfle, quoi. Entrons plutôt dans la collaboration avec le client. Créons du lien avec le client. Tout ça, c'est quand c'est censé bien se passer, qu'on arrive à prendre du recul sur la manière dont on travaille et à voir qu'il y a d'autres outils qui permettent de mieux travailler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'est pas dans cette situation-là, qu'on est plus face à un mur, que le mur, il ne veut pas bouger? En tant que développeur, on se dit peut-être, je vais faire ces mêmes tours de passe-passe, ce même travail de gestion de projet, et je vais intégrer des marges directement dans les estimations que je donne. Voilà, donc c'est l'exemple précédent. J'ai une semaine de travail, mais je vais dire un mois. Bon, niveau transparence, c'est quand même pas super, hein. Et puis entre nous, le chef de projet expérimenté, il sera pas dupe, hein. On la lui fera pas, hein. Par contre, c'est ça qui est un peu dommage, hein, parce qu'il a beau être expérimenté, il en a l'habitude, il sait comment ça marche, et on continue de marcher sur la tête malgré tout, quoi. Non mais donne-moi la vraie estimation, hein, brute, hein. La marge, je vais en rajouter, t'inquiète pas, je fais déjà ça de mon côté, donc toi, rajoute pas de marge, hein. Ok, une semaine alors, hein, mais je sais qu'avec tous les trucs qu'on a à faire à côté, ça sera au moins 2 ou 3 en vrai, hein, entre le moment où je commence à travailler dessus et le moment où ça sortira. Ouais, non mais t'inquiète pas, hein. Bon, allez, moi je me note une semaine du coup. Oui, on a bien compris, hein, la problématique dans laquelle vous êtes, que c'est vraiment super important pour vous. Mais vous inquiétez pas, voilà, moi j'ai mis mes meilleurs gars dessus. On vous livre ça semaine prochaine, sans faute, hein. Bon alors, ça avance, parce que là, le client, il nous a demandé ça pour mardi. C'est vraiment super important pour lui. On ne peut pas se permettre de ne pas tenir ce délai, hein. Alors, cet exemple, bien entendu, il est caricatural. En même temps, tristement, il est assez fidèle à ce que vivent ou ont vécu pas mal de développeurs. Et on voit bien que dans ce cas, c'est surtout et avant tout une question d'humain. C'est vraiment toute une culture du stress, de la mise sous pression, qui au quotidien est servie par de l'anti-transparence. Dans ce cas-là, que faire?
Eh bien, si c'est un problème qui est isolé dans l'entreprise, vous pouvez essayer d'obtenir de l'aide auprès du reste de l'entreprise. Peut-être en escaladant au-dessus de ce fameux manager ou chef de projet, ou en regardant comment ça se passe dans les autres départements, etc. Et en particulier, regardez comment ça se passe avec le client. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont contents du niveau de transparence? Ou au contraire, ils sont plutôt désabusés, ils en ont juste marre d'être menés par le bout du nez? On est rarement dupe, hein. Si par contre, c'est vraiment profondément la culture de l'entreprise, eh bien, dites-vous que ce n'est pas comme ça partout. Dites-vous qu'il y a mieux ailleurs, hein. Vraiment, hein. Allez voir ailleurs, vous trouverez mieux. Et voilà, cet épisode de Scrum Life est terminé. Si vous l'avez apprécié, eh bien, partagez-le. S'il y a des approximations, des choses qui manquent, si vous voulez plus de détails, partagez dans les commentaires, on essaiera de vous répondre. Partagez-le sur les réseaux sociaux, partagez-le avec les personnes que vous connaissez. Mettez également des pouces vers le haut, ça permettra de nous donner ce feedback-là. Et puis, évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans.